J'invite donc à venir nous rejoindre Madame Ariane de Rothschild, présidente du comité exécutif du groupe Edmond de Rothschild, le professeur Philippe Aghion, qui va nous rejoindre également, professeur au Collège de France. Bonjour Madame, merci de nous rejoindre. Philippe Aghion, titulaire de la chaire d'économie des institutions de l'innovation et de la croissance. Manuel Lepoutre, qui est délégué général. Voilà, Madame, si vous pouvez nous rejoindre peut-être voilà, par l'escalier. De l'autre côté, Manuel Lepoutre est délégué général de la Fondation Total et directrice engagement société civile du groupe. Et j'invite également Pierre-Michel Menguer, professeur au Collège de France, titulaire quant à lui de la chaire de sociologie du travail créateur. Tout un programme. Alors, je le disais, donc, le mécénat, terrain nouveau de l'innovation. Alors, loin de l'image d'Épinal, on va dire, d'un homme fortuné qui se rachète peut-être à la fin de sa vie en participant à des causes et en donnant. Le mécène a souvent été femme, jeune également, et puis tous probablement autour d'une conviction. Ce n'est pas dans le secteur public ou financier classique que naîtront les innovations qui sont appelées à résoudre les problèmes de notre époque. Madame de Rothschild, avant de parler de votre engagement dans le mécénat, j'aimerais avoir votre regard sur ce que vous venez d'entendre, là, les enfants, puisque je disais l'école de la philanthropie, c'est entre autres la Fondation Rothschild. C'est très encourageant. C'est la première fois que vous les rencontrez, ces élèves ? Non, je les vois depuis 6 ans. Alors, je pense que c'est un très bon exemple que vous citez parce que, enfin, je prendrai justement cet exemple pour illustrer ce que nous, on applique en termes d'innovation dans la philanthropie. Et je serai, pour le coup, provocatrice. Allez-y. Je pense que là où nous, on a beaucoup transformé, c'est vrai qu'on a des fondations depuis plus de 200 ans. Et c'est vrai que la nuance entre charity et philanthropy est pour moi très forte. Il y a 10 ans, et c'était pour moi très important de transformer parce que je considérais que on avait une action philanthropique très généreuse, très intéressante, mais très frustrante pour moi parce qu'avec peu d'impact. Et donc, c'est vrai qu'il y a 10 ans, j'ai pris tous les outils que j'avais du monde du business pour mener ces fondations. Donc, c'est vrai qu'on a eu tout un programme de structuration, de réorganisation. Ce sont quoi, 10 fondations familiales plus 10 fondations. 10 fondations. Héritées, créées. Donc, on est toujours une machine à philanthropie. Je pense qu'une des parties, parce que vous l'avez traité au départ, ça c'est ma vision aussi de la philanthropie, c'est la prise de risque. Et la prise de risque, c'est aussi aller chercher, pousser les barrières. Donc si je reviens sur la prise de risque, l'école de la philanthropie, c'est un magnifique résultat, mais c'est au départ aussi une prise de risque, parce qu'on sait qu'en France, l'État, l'éducation nationale est un sujet avec lequel il faut traiter. C'est l'apanage de l'État. Donc, pour une fondation privée, rentrer, même sur le côté, sur l'éducation, est une prise de risque. Vous voulez dire que ce n'est pas que du financement, c'est aussi un désenclavement de la philanthropie ? C'est un désenclavement, pour moi, c'est travailler les synergies. Donc, je reviens, moi, j'ai toujours des parallèles très fortes avec l'univers du business. Moi, je cherche à créer des synergies en permanence, qu'elles soient entre fondations, à l'intérieur de nos fondations, avec d'autres partenaires, mais aussi beaucoup avec l'univers du business. Donc, quand on disait qu'il y a le mélange des genres, moi, je crois vraiment à la porosité. D'ailleurs, je pense qu'on est dans un univers qui est en train de converger énormément. Donc, je suis exactement aux antipodes. Et je pense que c'est un des mots de la France. La France aime faire des cases extrêmement claires et précises. Et je pense que c'est une erreur parce qu'on peut avoir des porosités, ce qui ne veut pas dire des conflits d'intérêts, parce que j'ose espérer quand même qu'on a un minimum d'éthique. Donc moi, je placerai plus le débat sur l'éthique et non pas sur... le conflit d'intérêts, c'est de l'éthique.
mais je trouve dommage de le limiter dans des cases précises. Et donc l'école de la philanthropie, c'était aussi indirectement, pour moi c'était une construction de partenariat public-privé, indirect, c'était pas des flux d'argent, mais c'était nos compétences au service de l'État. C'était comment nous, on modélise, parce qu'il y a vraiment la conception de modéliser pour monter en échelle. On le savait depuis le départ qu'on faisait ce programme avec la Fondation de France pour après la donner à l'État français, enfin pour essayer de scale, parce que ça c'est pas dans mes compétences. C'était les enfants, et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé dans le programme sur le processus philanthropique, parce que c'est leur faire savoir ce qu'est la philanthropie, mais il y a un processus, une notion de méthodologie. Donc quand ils choisissent entre un programme ou un autre, c'est la capacité à choisir, à mesurer avec des petits éléments, mais à 10 ans, je pense qu'ils ont l'intelligence et les compétences de choisir et mesurer. Est-ce que l'aspect familial de la Fondation est important dans cette initiative? Est-ce que le caractère familial des fondations change quelque chose finalement sur le fond de votre mission? Non, pour moi, le caractère familial, c'est ma liberté, mon indépendance. Donc ça, c'est un grand luxe parce que je peux imposer. D'ailleurs, en parlant de porosité, moi, je fais souvent aussi des programmes à l'inverse. J'ai des programmes philanthropiques que je fais l'autre chemin, que j'amène dans la banque avec mes banquiers. Typiquement, tout ce qui est entrepreneuriat social ou tout ce qui a trait à la diversité. C'est des programmes qu'on a développés chez nous dans la philanthropie, que j'ai amené dans la banque pour demander de l'assistance des banquiers gratuite et les fédérer autour de la philanthropie. Alors justement, effectivement, Madame de Rothschild, vous êtes femme mécène, chef d'entreprise aussi, donc en tant que présidente du comité exécutif du groupe Edmond de Rothschild. Est-ce que les deux fonctions sont si éloignées finalement? Est-ce que vous faites la distinction entre les deux rôles, à la fois chef d'entreprise et mécène? Et si oui, oui. Quelle est votre réflexion? Alors, encore une fois, je reviens sur la convergence. C'est-à-dire que ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il se développe des modèles dans la philanthropie avec lesquels je nourris l'entreprise et inversement. J'utilise des éléments de l'entreprise et surtout des méthodologies d'entreprise pour l'amener à la philanthropie. Je pense encore une fois... je vais prendre un autre exemple. C'est vrai qu'au niveau de l'entreprise, j'ai beaucoup poussé, ça fait 2 ans qu'on fait une recherche économique, d'économistes, avec ma macroéconomiste, avec Mathilde Moine, sur tout ce qui est, alors en France, c'est pas génial, mais tout ce qui est quantification, valorisation du capital humain. Parce que aujourd'hui, on vit dans le constat de la disruption, nouvelles technologies, on sait très bien. Or, pour moi, un des enjeux des entreprises de demain, donc on parle de ESG, d'impact, etc., mais moi, j'ai besoin d'avoir une vision macroéconomiste, donc la valorisation du capital humain. Et là où c'est pour moi intéressant, quand vous disiez le chef d'entreprise à la philanthrope, c'est que le capital humain est pour moi au niveau de l'entreprise, je dirais de la microéconomie, c'est-à-dire... est-ce qu'on peut le valoriser dans un bilan d'entreprise? Est-ce qu'une entreprise deviendrait plus valorisée parce qu'on est dans un marché des capitaux jusqu'à nouvel ordre? Et au niveau philanthropique, pour moi, c'est les grandes lignes de l'éducation. Comment est-ce que vous allez contribuer au capital humain de demain pour faire face aux disruptions, pour faire face à la diversité, pour faire face aux flux migratoires, etc. C'est la complémentarité, finalement, la complémentarité des deux rôles. Ça vit parfaitement bien côte à côte, et l'un pousse l'autre, ou l'un challenge l'autre, ou l'un complète l'autre. Ça, pour moi, c'est des mondes très complets. Alors justement, dans ce cadre, Madame, quel est votre regard sur le mécénat de l'innovation en tant que tel? Parce que ça bouge beaucoup en ce moment, et on parle beaucoup de l'économie disruptive, donc cette ubérisation même de l'économie qui crée de nouveaux emplois. Donc demain, il y aura des travailleurs nouveaux. Vous travaillez beaucoup, je crois, sur les millénials, donc les 18-34 ans. C'est une cible particulièrement importante?
Je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les next gen, c'est-à-dire vraiment, et c'est là où je dis, je pense que ce qui est intéressant, encore une fois, entre le monde des affaires et le monde de la philanthropie, un des concepts basiques de finance, c'est utiliser le leverage. Et le leverage, c'est comment vous utilisez soit votre nom, soit vos compétences pour démultiplier. L'école de la philanthropie, pour moi, le concept du leverage dans l'école de la philanthropie est très important parce que un enfant plus un enfant qui impactera, parce que ce qui est intéressant dans l'école de la philanthropie, c'est que ça a aussi beaucoup touché les professeurs, le corps de professorat, ça a beaucoup touché les parents, et c'est dommage, enfin il l'a dit à demi-mot, mais ça, un des impacts directs de l'école de la philanthropie, c'est les enfants, mais c'est tout ce qu'il y avait autour. Donc, pour revenir aux nouvelles technologies, c'est plus les nouvelles générations. Les nouvelles valeurs, peut-être, aussi, à défendre? Non. Les nouveaux paradigmes? Les mêmes valeurs. Non, parce que je pense que les valeurs ne changent pas. Les valeurs ne changent pas. Les générations changent, mais pas les rien ne valeurs. change. Non. Et je pense que c'est très intéressant de voir une famille comme la nôtre qui... Finalement, on a l'impression de créer en permanence, mais si je regarde ce qu'avait fait cette famille au XIXe siècle, quand je reviens à l'association entre l'État et le privé, finalement, on revient vraiment aux racines de ce qu'on faisait au XIXe siècle. C'est très, très, très similaire, différemment, avec des différentes techniques, mais je pense qu'il y a, encore une fois, en parlant de convergence, une convergence... que je considère vraiment nécessaire entre le privé et l'engagement de la chef d'entreprise. Que ce soit chef d'entreprise, philanthrope, que ce soit État, individu privé, parce que je crois beaucoup plus à la force collective qu'à la force individuelle. Donc, un des freins en France, c'est cette façon très sectaire de traiter le capital, l'industrie, la philanthropie, le mécénat. Je pense que c'est beaucoup plus, ou ça devrait être beaucoup plus fluide. Qu'il y ait plus de passerelles entre les différentes strates. De même que pour moi, un des gros drives, c'est on crée des plateformes de philanthropes. C'est d'avoir un minimum d'humilité. Donc, nous, on va souvent aller s'inspirer ou rechercher ce que font, par exemple, beaucoup les pays en voie de développement, aux pays dits du Sud, l'Inde, fantastique tradition philanthropique, où effectivement le family business, dès le départ, intègre la philanthropie, l'engagement philanthropique. Ils ont des modèles entrepreneuriat philanthropique très, très avancés. Il y a des exemples, de très bons exemples à prendre partout, finalement. Partout. En Nigeria, en Afrique du Sud. Donc, nous, on crée des plateformes. C'est là où je parle de leverage. Je pense que la tradition ou la renommée historique de notre famille, c'est vrai, réussit à attirer, on a autour de nous des philanthropes. Et pour moi, l'objectif, c'est l'échange de meilleures pratiques. Merci pour ce témoignage. Vous restez avec nous, bien sûr, puisqu'il va y avoir un échange entre vous. Alors, Philippe Aguillon, je disais professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'économie des institutions, de l'innovation et de la croissance, parce que les deux sont liés. Alors, j'aimerais bien avoir le regard de l'économiste sur l'importance du mécénat dans vos travaux, Philippe Aguillon. Le mécène, pour vous, écoutez, le mécénat, bon, d'abord, c'est important, il y a le rôle de l'État. C'est évident qu'il faut... l'État doit investir dans l'école, dans l'économie du savoir, plus généralement. Il doit s'assurer qu'il y a un environnement favorable à l'innovation, avec des marchés dynamiques, la possibilité de créer des entreprises, qu'elles croissent, de créer un écosystème de l'innovation en favorisant l'entrée d'acteurs financiers
qui favorise les capital risques, private equity. C'est créer le contexte, en fait. Investisseurs institutionnels. Créer les bases. Et donc avoir une fiscalité. Parce que souvent, si en France, par exemple, on dit voilà, je surtaxe, le capital est surtaxé en France, comme vous le savez, mais je crée une banque publique d'investissement. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut. Il faut éviter ça. C'est un peu ce que j'appelle l'approche marathon man, c'est-à-dire le type, il vous fait d'abord beaucoup de mal et après il revient, il vous dit mais je vais vous donner un peu de miel pour vous rendre la chose plus facile. Donc ça, je crois qu'il faut déjà je crois que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il faut déjà que l'État et que le système politique crée un environnement, les fondements, qui soit favorable à l'innovation, bon. voilà, qui soit favorable à la prise de risque, qui ne pénalise pas le mérite, qui ne pénalise pas les gens qui s'enrichissent par l'innovation. Voilà, je crois que ça, c'est la base. Sans ça, on ne peut rien faire. Et alors, sans mécène, vous ne pouvez rien faire non plus, Philippe Aghion. Et alors, il faut également le mécénat, parce que le mécénat, et ça a été dit de manière répétée ce matin, c'est vrai que les recherches, le temps long, le mécénat peut jouer un rôle très important. Je vais vous donner un exemple pour ne pas être trop abstrait. On sait que pour la recherche fondamentale et la prise de risque, il faut être indulgent à l'égard de l'échec à court terme et récompenser le succès à long terme. Voilà. Si vous voulez favoriser la recherche vraiment où il y a de la prise de risque qui vont conduire à des innovations majeures, il faut donner la deuxième chance, il faut que l'échec à court terme ne soit pas puni et que le succès à long terme soit récompensé. Il y a eu aux États-Unis une expérience très intéressante, c'est le Howard Hughes Medical Investigator. Voilà, ce sont des mécènes. Et c'est très intéressant de comparer, ils ont le National Institute of Health Funding, qui est déjà très important, mais il y a des limites au National Institute of Health, qui est un peu comme serait l'ANR ou comme serait mais c'est beaucoup d'argent. Mais le problème du NIH, qui est donc avec des fonds d'État, c'est que c'est des soutiens de projets particuliers. Ça doit être renouvelé tous les 3-5 ans. Et la probabilité de renouvellement est très incertaine, et ça incite à choisir des sujets d'études moins risqués. Et ce qui a été formidable avec le Howard Hughes Medical Investigator, c'est une source privée de financement qui est la plus importante pour la recherche biomédicale académique aux États-Unis. On sélectionne 50 jeunes scientifiques tous les 3 ans, et en fait, si vous voulez, c'est la source majeure de financement pour ces gens-là. Et l'idée, c'est de repousser les limites de la science. On se centre sur les personnes, pas sur les projets. On sélectionne un certain nombre de gens, on dit on vous fait confiance à long terme. Et les renouvellements sont tous les 5 ans, mais on autorise, même s'il n'y a rien à court terme, on renouvelle quand même. Et si vous voulez, c'est extraordinaire parce que cette Howard Hughes Medical Investigator, la création de ce truc-là a incroyablement augmenté les publications top 5, ce qu'on appelle qui mesurent un peu les recherches de qualité. Et si vous voulez, voilà, ça a apporté beaucoup par le NIH, c'est quelque chose de très bien aux États-Unis, mais ce genre de fondations ont apporté énormément, parce qu'il faut quelque part parier sur le long terme. Voilà. Et c'est vrai que le mécénat, je pense, peut jouer un rôle très particulier. Je pense que ce genre d'expérience, en France, est sous-développé. Il faudrait les développer beaucoup plus. Mais évidemment, il faut créer un environnement, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui ne décourage pas les mécènes. Si vous êtes dans un pays où vous surtaxez le capital, où la richesse est montrée du doigt, etc., évidemment, vous allez décourager le mécénat. Philippe Aghion, vous avez conseillé Emmanuel Macron. Il vous a écouté ou pas? Écoutez, ça, je ne sais pas, c'est pas à moi de... Ça, je n'avais jamais demandé. Ah non, parce que là, c'était l'occasion rêvée. C'était l'occasion rêvée de faire passer le message. Donc il faut changer la structure en tant que telle, c'est ce que vous dites en gros. Aujourd'hui, en France, il faut évoluer, il faut aller plus vite que ce qu'on fait déjà aujourd'hui, malgré les bonnes initiatives des différentes fondations qui sont ici représentées. Oui, par exemple, des pays comme là, je suis très... On kikine toujours, parce que je donne toujours l'exemple de la Suède, et vous savez, on se voit souvent. Le cas suédois. Parce que je peux donner l'exemple de la Suède, parce que c'est un pays qui est un des pays les moins inégalitaires au monde, où il y a le plus de mobilité sociale. C'est un pays où l'éducation est gratuite depuis le jardin d'enfants jusqu'au PhD. Où il y a protection sociale, etc. Mais vous avez des mécènes, il y a les Wallenberg, il y a d'autres, il y a des fondations qui jouent un rôle très important pour justement la recherche fondamentale, cette prise de risque dont je parle tout à l'heure, mais ça ne remplace pas le rôle très important que joue l'État là-bas pour l'éducation de base, la formation professionnelle, la protection sociale, etc. Alors, Madame de Rothschild parlait tout à l'heure de l'importance de la microéconomie, de comprendre un petit peu tous ces phénomènes, même pour un large public. Vous êtes spécialiste de l'innovation. Est-ce que l'innovation aujourd'hui, donc qui, on l'a bien compris, pourrait être challengée par les fondations, le mécénat, à travers les différentes initiatives, est-ce que l'innovation est réellement créatrice de valeur aujourd'hui, enfin créatrice de croissance aujourd'hui? Écoutez, nous, est-ce qu'on sait le mesurer? Est-ce qu'on sait le mesurer? Disons, les 30 Glorieuses en France, on a toujours innové en France, mais disons que c'était beaucoup une économie de rattrapage. Et nous avions des institutions
qui était adaptée aux besoins d'une économie en rattrapage. Voilà, c'était une société très corporatiste, on a quoi, 38 caisses de retraite, 100 caisses d'assurance maladie, parce que c'est du monde où les gens passaient toute leur vie dans le même pays. Maintenant, le rattrapage est fait par les pays émergents. Et nous n'avons pas d'autre choix que d'innover pour être présents dans l'économie mondiale. On n'a pas d'autre choix, quoi. Et une économie de l'innovation, ça nécessite des institutions très différentes, parce que l'innovation, c'est la destruction créatrice, c'est sans arrêt, on ne passe pas toute sa vie dans le même métier, on est amené à changer de secteur, de statut, de combiner différents statuts, et il faut donc un système, une organisation du marché du travail, une organisation de l'économie, aller vers des guichets uniques de retraite, des guichets uniques d'allocation familiale, etc., pour s'adapter à un monde où on est amené à changer continuellement de métier, etc., mais que ça soit qualifiant en même temps. Vous voyez, donc d'où l'importance d'un système où on se forme tout au long de la vie. Donc c'est-à-dire, il faut maintenant qu'on change nos institutions. Nous étions une très bonne économie corporatiste de rattrapage, et nous devons changer nos institutions pour devenir une bonne économie d'innovation. Et l'économiste est convaincu du rôle fondamental des fondations du mécénat dans ce cadre. Absolument, oui. Tout à fait. Mais c'est un rôle complémentaire. C'est un rôle complémentaire qui s'articule au rôle que l'État doit jouer. Madame de Rothschild, peut-être une réaction à ce que vient de dire le professeur Aguillon? Non, mais je suis parfaitement d'accord. C'est dans ce contexte, je disais, le partenariat public-privé est nécessaire. Donc, public-privé, c'est mécénat inclus. Et là où c'est intéressant, c'est que le mécénat, on peut faire beaucoup de choses, mais s'il n'y a pas un cadre, c'est impossible de le faire. Je suis 100% d'accord. Et à l'inverse, là où le mécénat est intéressant, c'est là où je dis aussi la prise de risque, c'est que vous pouvez aller dans des secteurs qui soit sont compliqués politiquement, soit ne sont pas dans les grandes orientations du moment. Ou si je prends par exemple la diversité, il y a 15 ans, c'était un sujet plutôt qui n'intéressait pas tellement les gens, et aller dans les banlieues dures, dans le 9-3, c'était pas la priorité de nous en tant que philanthropes. Ça, c'était une conviction personnelle très forte. Et pour moi, la part de risque, c'était d'adresser des sujets qui étaient, en France à l'époque, politiquement incorrects. Et d'autant plus fort qu'on était une fondation, s'appeler Rothschild et aller dans le 9-3. Mais je peux aller dans le 9-3 tous les jours si vous voulez, mais je ne changerai un petit peu la virgule, mais pas de façon majeure. J'ai besoin de l'État pour la faire changer. On a bien compris, c'est très complémentaire en fait par rapport à ce que disait Philippe Aguillon. Alors d'autres témoignages. Manuel Lepoutre, je le disais, délégué général de la Fondation Total, directrice engagement société civile de Total, et puis professeur Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur. Madame Lepoutre, je posais la question à Ariane de Rothschild, le patron, le directeur et le mécène. Il y a l'engagement de l'un. Il y a l'application, la mise en œuvre par l'autre. Comment concevez-vous justement ce double positionnement, puisque vous êtes à la fois, je dirais, donc directrice, directeur, et engagé dans cette fonction de mécénat? Oui, en effet, cette direction qui m'a été confiée, qui s'appelle Engagement avec la société civile, est relativement nouvelle, puisqu'elle a juste 1 an. Elle est partie de plusieurs constats de l'entreprise, qui est de dire nous sommes une compagnie qui fonctionne bien, qui a joué le jeu de la globalisation, qui en a profité et qui l'a servi. La globalisation, globalement, ça a aidé au développement de la planète, mais force est de constater, puisqu'on est quand même dans 150 pays, présent dans 150 pays, qu'il y a une partie de cette planète, les jeunes dans beaucoup de pays, dans les pays du Sud en majorité, mais les jeunes aussi dans nos pays, qui ne s'y retrouvent pas, qui est délaissé et compagnie. Donc, reste-t-on dans le schéma un peu plus ancien, alors je ne remonterai pas au 19e siècle, qui est de dire, mais nous, notre responsabilité, c'est de faire fructifier l'argent des investisseurs en faisant notre mission qui est de délivrer de l'énergie au meilleur coût, de manière fiable et propre. Ou est-ce que finalement, on n'a pas aussi un rôle de citoyen à jouer, puisque, alors dans quel intérêt? On n'a pas tellement parlé d'intérêt ici. L'intérêt qu'on est partie prenante de cette société et que de trop grosses fractures, et ça, nous,
On l'a vécu historiquement dans des pays à faible gouvernance, faible revenu, mais des fractures où que l'on soit, quels que soient les territoires dans lesquels on est implanté, finalement ne nous servent pas. Donc on s'est progressivement dit, et ce n'est pas un jour la grande lumière, mais c'est avec une multitude d'actions, et je pourrais donner des exemples, oui, qu'on a réalisé que nous pouvions apporter autre chose que des moyens financiers, puisque nos compétences allaient bien au-delà de la finance, d'autres types de moyens, et qu'en travaillant plus avec d'autres parties prenantes, la société civile, les associations, les États, et ça on le fait déjà, on le faisait beaucoup finalement dans certains pays, et pas en France, compte tenu de la culture en silo où chacun son rôle. On avait une certaine pudeur à le faire, un manque de confiance. Eh bien, en faisant ce travail de manière collaborative, on peut et on doit trouver des solutions plus efficaces et plus durables. Alors, c'est pour ça qu'on a créé cette direction qui, à la fois, est chargée de construire, développer le dialogue avec la société civile, au travers des ONG, mais aussi au travers des associations et au travers du public en direct, grâce au réseau, et en même temps est en charge de la politique d'engagement philanthrope, d'engagement sociétal du groupe. Mais en gros, l'engagement du mécénat d'entreprise doit être en phase avec l'ADN du groupe directement, ou vous pouvez aller sur d'autres missions? Personnellement, je suis convaincue. Est-ce que la directrice... à deux chapeaux, deux têtes. La directrice guide le mécénat vers tel ou tel secteur parce que c'est bon pour l'entreprise et bon, c'est bon aussi pour l'œuvre qui est réalisée. Mais il n'y a pas un mélange des genres, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, le mélange des genres. Oui. Justement, le mélange des genres, c'est une réflexion de personnes qui veut rester sur laisser des gens dans des cases et des silos. Or, ce que disait Ariane de Rothschild a beaucoup d'écho chez nous. Moi, je suis convaincue qu'en effet, quand on fait des actions philanthropiques, il faut qu'il y ait un lien avec l'ADN. On ne les fait pas dans un but d'augmenter le ROI à court terme du groupe, ça c'est très clair, mais on ne peut pas les faire comme on le disait à une certaine époque, pour s'assurer qu'on ne soit pas soupçonné de le faire par intérêt, qu'il fallait absolument faire des choses qui n'avaient rien à voir avec le business de l'entreprise. Alors, bon, je pense qu'on a évolué, et on est exactement à l'inverse. D'une part, il faut que ce que l'on fasse ne soit pas non plus un cache-misère d'autres choses que l'on fait. Donc il faut bien reprendre notre engagement de société qui se veut la société la majeure de l'énergie responsable. C'est l'ambition qu'on a affichée à 2030, et donc qui doit agir sur d'abord sa mission première, qui est de délivrer de l'énergie, mais qui doit aussi agir sur les impacts négatifs que l'on a, sur le climat par exemple, sur les sociétés quelquefois en déséquilibrant trop rapidement les niveaux de vie localement. Donc bien sûr, il faut agir là-dessus. C'est la co-responsabilité finalement? Oui, c'est de la co-responsabilité, oui. Les exemples, vous en parliez tout à l'heure. Citez-nous des exemples. Des exemples, je vais commencer par un exemple à l'étranger. J'ai vu RefuGeek, là. Non, je vais commencer par un exemple à l'étranger. Je reviendrai sur RefuGeek, mais parce que je sais que c'est un thème que les gens aiment bien, qui était très médiatisé, mais j'y reviendrai. Allez-y. On a... Chez Total, la sécurité est une valeur. On a décidé il y a quelques années qu'on aurait 0 décès dans le cadre de nos opérations et chez nos contracteurs. On avait un certain nombre de décès dont on n'est pas fier. On est arrivé pratiquement à cet objectif, même si c'est un travail de tous les jours, mais on est arrivé en développant des compétences, et en particulier sur la sécurité dans les transports, la sécurité routière. Donc on a formé nos propres chauffeurs en permanence, on a fait des évolutions culturelles, on a formé les chauffeurs des compagnies qui travaillent pour nous, etc. Et on s'est dit, particulièrement dans des pays où la sécurité routière est un des premiers fléaux sur les enfants, en Afrique, les 5 à 18 ans, première cause de mortalité, c'est les décès sur la route. On s'est dit, on va travailler, donc on a commencé en Ouganda, et au Cameroun, à créer une association avec d'autres entreprises, des ONG spécialisées sur ces sujets-là, dont le but est double,
est de former des chauffeurs bénévolement, gratuitement, avec les formateurs qui forment nos propres chauffeurs, de travailler avec l'État sur les formations diplômantes de ces chauffeurs, de travailler aussi avec l'État sur l'état de leur route, sur les points noirs, etc. etc. Donc là, voilà, c'est un exemple où il y a des entreprises qui travaillent ensemble avec des associations et l'État. Et c'est le mécénat total. C'est le mécénat total et le mécénat de ces entreprises aussi. Bien sûr. Refugeek, s'il vous plaît. Refugeek. Refugeek, oui, c'est un exemple aussi intéressant. On est parti d'une bonne intention. Les réfugiés, cause très médiatisée. Notre président Patrick Pouyanné décide de faire quelque chose. Il se trouve qu'on avait une autre association avec l'État où on avait appris à travailler ensemble et à connaître et à se faire confiance à certaines associations. C'était la France s'engage. Et on avait connu un certain nombre d'associations, dont Simplon, Singa, qui travaillaient sur soit de la formation à du codage de jeunes qui étaient sortis des circuits scolaires, ou pour Singa de l'hébergement. Et on est allé les voir, on leur a dit est-ce qu'on ne peut pas construire un projet. Il y avait aussi d'autres compagnies, dont Accenture, ensemble, pour ces réfugiés. Et c'est là où on a construit avec eux une première promotion, etc. On s'est rendu compte que ces réfugiés, un de leurs points difficiles, c'était la langue pour l'insertion, aussi l'apprentissage de nos codes, puisque l'objectif qu'on avait, c'est un objectif qui est lié quand même à notre ADN, c'est l'emploi. On est convaincu que pour être autonome, il faut que les gens puissent entreprendre ou trouver un emploi ou autre. Donc c'est avec cet objectif-là qu'on a construit avec différentes associations et d'autres entreprises toute une chaîne qui peut les amener vers l'emploi. On commence à avoir quelques succès. On a en plus la beauté de ce genre d'initiative grâce aux équipes de la Fondation Total, dont certains sont présents ici. Ça a été de pouvoir engager aussi certains de nos collaborateurs dans du tutorat. Et des collaborateurs d'autres entreprises. Ils se sont rencontrés entre eux. Donc on fait ce que Ariane de Rothschild disait, on crée de la porosité entre différents mondes. Et moi, j'ai été dans le passé responsable de la R&D chez Total, donc le sujet d'innovation, je le connais bien, et on n'innove pas aujourd'hui sans casser ces barrières et en créant le climat de confiance et de rencontre entre des personnes qui ont des compétences très variées. Ce sont vraiment des exemples très concrets, chacun, vous nous apportez chacun vous le dites vous-même d'ailleurs, hein, de l'innovation à travers le mécénat de ces différentes initiatives. Professeur Menger, après ce que l'on vient d'entendre, justement, la transition est toute trouvée. Est-ce qu'on peut dire que la création et l'innovation aident à reconfigurer la société dans son ensemble telle qu'elle est aujourd'hui? Oui, d'abord... D'où le rôle des fondations. Je voudrais d'abord rendre un hommage à Jacques Rigaud qui m'a appris ce que je sais du mécénat. Et j'étais le fondateur donc d'Admical. Le fondateur d'Admical, et il faut lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui a touché... Vous étiez à ses côtés, pardonnez-moi, vous étiez à ses côtés au tout début. J'étais à ses côtés dans la pièce qui a été l'endroit où on a créé l'Admical, en gros, où des jeunes, un trio de jeunes et Rigaud se sont dit on va y aller. Et il y avait là un grand représentant de l'État, un haut fonctionnaire, et des jeunes entrepreneurs. Et voilà, c'était une sorte de symbole. Et ensuite, Jacques Rigaud a beaucoup plaidé pour dire le mécénat doit voler de ses propres ailes, il n'est pas là pour assurer les fins de mois de l'État nécessiteux. Et en même temps, il savait bien qu'il y avait des relations de complémentarité et pas de substitution. Et il a ensuite beaucoup plaidé pour dire, et je reprends ces mots parce que je pense qu'elles sont toujours d'actualité. Parlez bien en face du micro, s'il vous plaît. Oui, il a beaucoup plaidé pour dire le mécénat doit être une affaire aussi de l'entreprise. Le mécène compte, mais l'entreprise doit s'approprier la culture du mécène et être elle-même impliquée pour que toutes ces idées sur lesquelles je vais développer un instant circulent et percolent en quelque sorte, et qu'il y ait aussi une initiative à l'intérieur même du monde de l'entreprise pour que cette culture-là se diffuse. Alors, qu'est-ce qui est en jeu là-dedans? C'est l'idée que il y a deux visions du travail
il y a le travail créatif, dans ce qu'on peut appeler, il y a la vision instrumentale et la vision expressive. On peut dire un peu la même chose du mécénat. Si on dit le mécénat est instrumental, ça veut dire je veux un retour sur investissement d'image. Vous ne pouvez jamais nier que quelqu'un dira si je mets de l'argent dans une cause, je veux tout de même que mon nom circule aussi et que je sois associé. Mais c'est une manière d'échouer certainement que de dire ça ne doit être que ça. En gros, il faut quand même dire aussi que ça doit être une affaire expressive. C'est-à-dire que, et là, c'est la création peut libérer le mécène, finalement. La création peut être une manière d'échange d'estime entre le mécène et la cause qu'il soutient, ou l'entreprise mécène et la cause qu'elle soutient. L'échange d'estime, c'est très important. Ça veut dire qu'on ne va pas vers une rationalité instrumentale, mais vers une rationalité indirecte. Si j'ai fait quelque chose qui a de la valeur au-delà de ce que j'espère de mon activité ordinaire dans le monde de l'entreprise, eh bien, voilà, ça satisfait un autre objectif qui s'ajoute au premier et qui ne se substitue pas au premier, qui s'ajoute au premier. Et c'est une manière d'agir autrement. Ça s'appelle un accord gagnant-gagnant, finalement. C'est du win-win. C'est ce que ça doit être. Et ça l'est de manière un peu paradoxale, parce qu'on l'a traité ce matin à plusieurs reprises. Les temporalités des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Ce qui est semblable, c'est certainement une culture du risque. Henri de Saint-Simon, le fondateur du saint-simonisme, disait au début du XIXe siècle, l'artiste, le savant et l'entrepreneur, ils baignent dans la même eau, c'est-à-dire une certaine culture de la prise de risque. Et donc ça, c'est commun. Et ensuite, évidemment, cette prise de risque, elle n'est pas travaillée de la même manière par l'entrepreneur et par l'artiste ou par le scientifique. Ce qui est commun, c'est ce double mécanisme de explorer, exploiter. Explorer, c'est accepter l'incertitude. Et il en va de même dans toutes ces actions dont nous parlons. Exploiter, ça veut dire, une fois que j'ai acquis un certain nombre d'informations sur ce qui va arriver, je vais m'assurer que le développement de ce que j'ai initié va correspondre à mes objectifs. Mais si vous n'avez pas les deux, vous ratez la cible à coup sûr. Et c'est ce qui est toujours cette marge très délicate, cette articulation des deux forces qui compte énormément pour se défaire d'une vision soit instrumentale, soit de pure folie. Évidemment que, et là aussi Rigaud m'en avait parlé, il m'avait dit l'entrepreneur ou l'entreprise a une rationalité immédiate, le court terme compte beaucoup. L'artiste est une sorte de sismographe des évolutions, peut-être à moyen ou à long terme. Et il est là pour faire danser, en quelque sorte, des idées sans espoir de retour immédiat sur investissement. Mais évidemment, l'affaire, quand elle est dans un bon appariement entre une entreprise mécène, un mécène et quelqu'un qui prend des risques à long terme ou qui joue sur l'incertitude, qui veut déchiffrer le futur d'une certaine manière, la bonne articulation, c'est celle de l'échange d'estime. Oui. Alors ça, c'est le modèle à la française, on va dire, que vous décrivez, ou on peut aller chercher aussi d'autres exemples à l'étranger, ce que vous avez fait en regardant un petit peu ce qui se passe ailleurs. Il y a une culture internationale des fondations et d'un certain type de mécénat, et la France, de ce point de vue-là, a commencé à rattraper un peu de son retard en la matière, mais il y a aussi des particularités nationales. Tout à l'heure, Antoine Compagnon a parlé du 19e siècle et de la philanthropie américaine. Toutes les grandes universités américaines qui dominent aujourd'hui complètement, mondialement, la recherche et le système d'enseignement supérieur, les grandes Harvard, Yale, Columbia, Princeton, sont nées de l'initiative de mécènes, d'entreprises mécènes. C'était le temps de la création des grandes industries américaines qui ont immédiatement déclenché, percolé sur le monde de l'enseignement et de la recherche, parce qu'on savait que sans ça, on n'aurait pas les outils pour assurer le présent et le futur des sociétés. Et il en va de même aujourd'hui. Les entreprises ne sont plus les mêmes, ce sont d'autres types d'entreprises. Mais cette culture entrepreneuriale, évidemment, joue un rôle. Et c'est pour ça que la cause est vraiment importante de trouver la bonne articulation d'une diversité de ressources. Quand on prend des risques, une des bonnes manières de prendre des risques, c'est de diversifier ses ressources. Il en va de même pour l'individu scientifique, artiste ou sportif ou entrepreneur social que pour l'entreprise mécène. Elle sait diversifier ses risques et diversifier aussi sa manière de se comporter, y compris dans le mécénat. Superbe témoignage. Est-ce que vous souhaitez réagir, Ariane de Rothschild? Moi, j'aurais bien fait un commentaire sur le temps, parce qu'on en parle beaucoup. Et c'est pareil, on oppose le temps court et le temps long.
Or, la réalité, que ce soit dans le mécénat et dans le mécénat aussi, ou dans l'entreprise, c'est un temps multiple. Donc, même dans le mécénat, on gère des temps courts, des temps moyens, des temps longs, parce que moi, j'ai des projets que je sais n'aboutiront que dans 10 ou 15 ans. Et j'en ai qui sont sur l'année. Donc ça, c'est la première chose. Donc le temps, il est multistrate. Donc c'est pas l'un ou l'autre. Et puis c'est des cycles permanents. Parce que ce que vous voulez traiter dans 10 ans, vous êtes en train de le planter aujourd'hui. Et l'autre chose, le temps n'est pas linéaire. Donc il y a des moments d'accélération et des moments de ralentissement et des moments neutres. Mais ça, je pense que ce soit à tous les niveaux. Donc, c'est une vision plus complexe, que le temps est plus complexe que du court ou du long. Oui, vous décrivez exactement le comportement d'un chercheur ou d'un artiste. Il a des projets qui mijotent doucement et sur lesquels il doit être patient, y compris avec le risque de l'échec. Ça, c'est la partie exploratoire. Et puis, il y a des projets qui avancent beaucoup plus vite ou qui arrivent à maturité et qui lui donnent le sentiment d'un retour sur effort qui est gratifiant immédiatement. Mais s'il n'entretient pas les deux comportements, il a échoué parce qu'il ne sait pas programmer une activité future qui est essentiellement incertaine. Si elle était certaine, il n'y aurait pas d'innovation. Manuel Lepoutre, et ce sera le mot Moi, de la je conclusion. pense que l'innovation, elle est bien sûr tournée vers la recherche d'efficacité sur l'impact qu'on a sur l'intérêt général. Mais personnellement, je suis convaincue que ça crée aussi de l'innovation à l'intérieur de l'entreprise. C'est là où, quand on me questionne sur êtes-vous désintéressé, oui et non, quoi. Enfin, oui, à partir du moment où on s'intéresse à l'intérêt général, on peut dire on est désintéressé du point de vue de l'entreprise. Or, la réalité, et en tout cas, enfin, moi j'en suis convaincue, c'est qu'en travaillant de cette manière, en travaillant avec des acteurs qui n'ont pas les mêmes compétences que les nôtres, on crée à l'intérieur de l'entreprise de la richesse. Je vais prendre un exemple concret. On s'est lancé il y a quelques années dans le business social. Business social qui était de dire, c'est un challenge, on va vendre des lampes solaires au fin fond des campagnes africaines, là où les gens n'ont rien et où ces gens-là n'intéressent personne, parce qu'on dit qu'ils n'ont pas les moyens. Ça s'appelle faire de l'innovation frugale sur toute une chaîne business qu'on ne connaissait pas. En fait, en le faisant, d'abord on a réussi, on a des succès, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ensuite on a appris chez Total, qui est une énorme entreprise très capitalistique, à innover en regardant des petites choses et en imaginant qu'il faut que ça coûte pas cher et que ça soit de grande qualité. Donc, nos collaborateurs ont aussi appris de cela au contact de petites start-up, d'ONG sur le terrain, etc., etc. C'est un long cheminement. Merci infiniment. Merci à tous les quatre. Professeur Aguillon, vous restez avec nous. Merci beaucoup de votre témoignage.